Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Dans de nombreux contes, les génies sont des personnages altruistes qui exaucent 3 vœux, souvent de manière désintéressée, assistant providentiel ou deus ex machina, adjuvant inespéré d'une histoire. Mais sait-on vraiment si les génies étaient philanthropes, dans le dévouement, le don de soi et l'abnégation ? Si vous croyez dur comme fer que les bons génies existent, ce conte vous donnera peut-être à lire une autre image de ce personnage. Le génie dans le pot de crème de nuit. Sur une île lointaine, il y avait un petit royaume régenté par un roi qui aurait tout entrepris pour le bonheur de son peuple. La dernière chose qu'il envisagea fut de se faire amener un génie de lointaine contrée, à qui il ordonna de servir sur le champ le bonheur de son peuple. Le génie eut beau répéter que ce souhait n'était pas dans ses cordes. Le roi n'en avait que faire, et répétait chaque jour « Génie, j'ordonne le bonheur de mon peuple ». Là de s'être fait rapporter un génie qu'il estimait incompétent, le roi, après 100 jours d'implacable insistance, se décida à ruser et se résolut à inviter le génie à déjeuner, sans doute afin de l'amadouer et de le convaincre enfin d'octroyer le bonheur à son peuple. Le souverain fit alors dresser la plus belle des tables pour le déjeuner avec son hôte le génie. Tout dégoulinait de jus de viande, de crème et de miel. « Sentez, goûtez, avalez !» lança le roi au génie comme une invitation à rompre le jeûne, en ajoutant « Cela vous inspirera sans doute enfin la formule du bonheur de mon peuple. » Le génie, qui restait de marbre face à ce banquet dégoulinant, se laissa malgré tout tenter par une pâtisserie plus feuilletée que les autres que lui tendit le roi lui-même. Dans cette pâtisserie, le souverain avait dissimulé un poison qui aurait ôté la vie d'un mortel commun. Mais le génie n'était ni commun, ni mortel. Et à défaut de trépasser en mordant dans le poison recouvert de sirop de sucre et de miel, il s'endormit tout d'un coup et commença à moisir de l'intérieur, si bien qu'on vit apparaître aux commissures de ses lèvres géniales de petites truffes noires purulentes et des champignons vénéneux. On entendait dans tout le palais le ricanement du roi, satisfait d'avoir pris sa revanche sur ce génie inflexible. Tout en continuant de se gausser, le souverain se saisit d'un vase de cuivre qui trônait sur la table, y contorsionna le corps du génie endormi et reboucha le vase avec un bouchon de liège scellé de miel et de sirop de sucre. Content de son forfait, qui avait toutefois un goût d'inachevé, il fit porter le vase de cuivre par les plus hautes mers et s'assura qu'on jeta le tout dans la mer qui fut réputée la plus profonde. Plusieurs siècles passèrent. Les bateaux qui naviguaient sur cette mer ramenaient dans tous les ports alentours des cargaisons de marins qui avaient tous la bouche remplie du même récit, d'une voix venue du tréfonds des mers, se disant un génie et promettant à quiconque le libérerait toutes les richesses que la terre peut porter. Après 1000 ans de récits, rien ne se passa, et le génie demeurait enfermé dans son vase de cuivre, scellé au sucre et au miel. La seule chose qui se passa, c'est que ce récit, perpétué par les marins qui naviguaient de bouche à oreille, passa de mensonges folkloriques de vieux fous à contes merveilleux, et de contes merveilleux à légende. Du fond de son vase de cuivre, le génie s'impatientait, et 2000 ans s'écoulèrent quand il décida de promettre un autre trésor à celui qui le délivrerait. Il cria et mugit du fond des mers,
et les marins entendirent désormais ce murmure couvert par le bruit des vagues. « Celui qui me délivrera verra 3 souhaits exaucés, quels qu'ils soient. » Et les marins de perpétuer ces paroles dans leurs récits rapportés sur le continent. Plus de 3000 ans étaient révolus depuis le banquet gâté de poison et la réclusion dans la prison de cuivre. Le génie avait appris à ne plus se languir. Mais à mesure que son pourrissement continuait et que les truffes et les champignons gagnaient le reste de son corps, il pestait contre le roi qui l'avait empoisonné et qui était pourtant depuis longtemps passé à la postérité. La peste et la vengeance le gagnant, le génie trouva enfin une nouvelle idée et fit le serment qu'il tuerait celui qui lui ferait enfin recouvrer la liberté, son sauveur payant pour tous les autres incapables qui peuplaient cette terre. Un jour, un pêcheur qui s'était égaré dans les eaux profondes et qui avait lui aussi entendu les légendes colportées par les marins, ce même pêcheur releva ses filets et trouva dans ses nasses un vase de cuivre tout verdi par les eaux salées. Il descella le vase, duquel s'échappèrent quelques fumerolles qui sentaient la moisissure et la pourriture. Quand les fumerolles se furent dissipées, une larve énorme sortit du vase qui, en déchirant son enveloppe, découvrit un insecte déployant ses élytres et déroulant son long abdomen. L'insecte libéré n'était autre que le génie aigri qui portait le fardeau larvé de la vengeance. Ébahi par l'apparition d'un génie insecte, le pêcheur, convaincu de son bon droit, demanda alors : « Génie, comme le dit la légende, à moi qui viens de te rendre la liberté, couvre-moi de toutes les richesses que la terre peut porter. Exauce les 3 souhaits que je dirai. » Le pêcheur n'eut pas le temps de terminer sa phrase que le génie, qui avait fini de se dérouler et de s'extraire de ses 3000 ans de contorsion, prit le pêcheur par le cou pour l'assassiner comme il s'était finalement résolu de le faire de son libérateur, et clama : « Accepte plutôt le cadeau de mourir !» Le pêcheur, n'y comprenant rien, devenant tout bleu, bien qu'intimement convaincu qu'il s'agissait d'une méprise, eut juste le temps de saisir un grand coquillage nacré et de le refermer sur le génie meurtrier. Le coquillage gisait là, sur l'humble embarcation du pêcheur. Le matelot trompé par les légendes revendit ce coquillage sur la criée de son port d'attache, en inventant une autre histoire et en disant que le coquillage était habité d'un esprit qu'on ne devait jamais libérer. Le coquillage passa ainsi de main en main comme un objet merveilleux dont la valeur grandissait à mesure que l'histoire se changeait en conte, puis en légende. Pendant ce nouvel isolement forcé, dans un coquillage cette fois-ci, le génie continua de nourrir sa vengeance larvée et résolut de nouveaux sombres desseins. Mille ans passèrent encore, et comme la légende qui s'était amuie, le coquillage qui avait alors perdu de sa valeur se retrouva sur l'étal d'un forain. Ce forain négociait des produits de beauté et, pour 2 sous, vendit le coquillage à une vieille dame, prétextant qu'il s'agissait d'un pot qui, si l'on ouvrait son couvercle de conque nacré, contenait la plus merveilleuse des crèmes de nuit. À peine rentrée chez elle, la vieille dame ouvrit le pot de crème de nuit qui constituait la dernière prison du génie. Du pot de nacre, qui exhalait un doux parfum d'embrun et de noble pourriture, une voix suave s'échappa.
Applique cette crème sur ton corps, la beauté pleuvra comme de l'or. » Avant de se coucher, la vieille dame fit donc comme il fut recommandé par la voix sortie du pot. Elle appliqua la crème de nuit sur les rides de son visage, qui se dissipèrent aussitôt, alors que ses mâchoires se dessinèrent et que sa fine moustache s'épaissit en barbe fournie. Elle s'enduisit ensuite les seins avec une épaisse couche de crème, et sa poitrine se résorba, son torse s'élargit et se para de nombreux poils. Elle se badigeonna enfin l'entrejambe, et soudain, sa voix chevrotante de vieille dame devint très grave. Comme l'avait promis le fourrin bonimenteur, elle rayonnait de beauté. Toutefois, sa beauté avait un éclat masculin. Elle s'était changée en un Apollon irradiant de lumière. La vieille dame sortit au matin, beau comme le soleil dans sa tenue d'homme et dans sa nudité solaire. Le plus beau des hommes parcourait désormais les rues, souverain et irrésistible, ainsi vêtu de sa peau de crème de nuit, recouverte de poils. Dans une échoppe, de belles jeunes filles pelaient des pommes avec des couteaux économes. Leur regard concentré sur les pelures fut vite distrait et détourné par la beauté de cet Apollon qui dissimulait la vieille dame crémée de sa crème de nuit. À la vue de cet Apollon, les jeunes filles furent si subjuguées par tant de beauté qu'elles prolongèrent le geste d'éplucher la peau des pommes et décortiquèrent, sans s'en apercevoir, leurs longs ongles et la peau du bout de leurs doigts jusqu'à la première phalange. Leurs yeux se noyaient dans la mer de perfection de cet Apollon. C'est dans ce déploiement de lumière gracieuse et dans ce délicat éclat que le génie prit possession du corps de la vieille dame afin de réaliser son ultime dessein. Les hommes n'avaient pas voulu de son présent de richesse, avaient dédaigné son cadeau de 3 souhaits, avaient esquivé sa sentence de mort. Le génie avait fomenté en retour quelques plus sournoises ambitions. Défilant et se pavanant dans les rues de ce royaume, qui n'était autre que l'île du roi du début de notre histoire, l'Apollon se dirigea vers le palais royal, ruminant toujours son dessein sous la langue. Il se présenta comme le plus bel homme du royaume et demanda qu'on lui fît épouser la plus belle des princesses de l'île. Le roi d'alors, descendant du roi d'autrefois, accueillit donc le génie Apollon et lui accorda séance. Conquis par sa beauté solaire, il lui offrit d'épouser sa plus jeune fille, qui était belle comme l'astre de nuit. Et l'on se mit donc à préparer les noces du soleil avec la lune. Or, la plus jeune fille du roi était déjà très éprise du ministre, un autre génie de son état, qui était censé rétablir l'ordre et le bonheur dans le royaume. C'est à ce génie-là qu'elle avait déjà promis son corps et son cœur. Apprenant que la princesse ne le désirait ni ne l'aimait, l'Apollon génie révoqua le roi aussitôt en le faisant passer de vie à trépas, exaucant au passage le désir de bonheur de son peuple. Il sortit alors de sa poche un récipient magique en céramique, dans lequel il contorsionna et enferma le ministre génie qui lui faisait de l'ombre. Ce récipient magique en céramique était un pot de crème de jour, mais c'est là une toute autre histoire. C'était Le génie dans le pot de crème de nuit, un conte imaginé, écrit et lu par Wilfried Merklen. Pour retrouver d'autres contes, adaptations personnelles ou créations originales comme celle-ci, retrouvez-moi sur les contes de la queue du lézard sur toutes les plateformes de streaming et de podcast ou sur laqueuedulézard.com. Posez-moi vos questions sur mon site, peut-être que j'exaucerai quelques souhaits, qui sait. À bientôt pour de nouveaux épisodes.